La peine maximale va être prononcée. La sauvagerie de ce double meurtre et la futilité de son mobile ne sont pas les éléments les plus choquants de cette affaire. Parce que l'un des tueurs aurait dû être enfermé au moment du crime. Mais l'appareil judiciaire anglais a failli du début à la fin. Accusé, levez-vous est un podcast du groupe Centre France. Ce deuxième épisode est écrit et réalisé par Bertrand Hiverneau, Roland Segui et Stéphanie Delanne. La coupe de cheveux est soignée. Elle encadre avec un fin collier de barbe un visage au sérieux appuyé par une paire de fines lunettes rectangulaires. Le costume complet ajoute à l'apparence du jeune homme bon teint, type étudiant en école de commerce. Rien à voir avec le portrait de psychopathe diffusé par la police londonienne 9 mois plus tôt au moment de l'arrestation de Daniel Sonnex. Il se tient désormais dans la salle d'audience principale de Old Bailey, le tribunal criminel le plus célèbre d'Angleterre, et il compte bien donner le change. Nigel Farmer, lui, n'a pas modifié son apparence physique, mais il n'envisage pas de porter le chapeau pour autant. Not guilty plaident les deux hommes pour les meurtres de Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez. Daniel Sid Sonnex, 24 ans, n'est pas étudiant en école de commerce, loin de là. Il a été exclu du système scolaire à 8 ans. Dans sa famille d'ascendance bohémienne irlandaise, tous les rapports sociaux sont sous-tendus par la violence. Et le petit Dano a naturellement reproduit cela avec ses camarades et ses professeurs. Le père, Bernard Senior, a dirigé un racket à la protection dans les pubs du sud-est de Londres. Le grand frère, Bernard Junior, est un spécialiste de l'intimidation, menaçant de représailles tous ceux qui déposent plainte contre lui. La mère, Kathleen, et la sœur Louise ont aussi un casier. Cette dernière a éclaté une pinte sur le visage d'une femme ayant accusé Bernard Junior de viol. « Je vais t'ouvrir comme une boîte de haricots », l'a-t-elle menacé en public. En tout, le clan cumule le total effarant de 83 condamnations. Daniel Sonnex est ainsi ancré depuis l'enfance dans une criminalité du quotidien. Nigel Edward Farmer, 34 ans, n'a pas ce pédigré. Son seul antécédent est un vol en Réunion en 1997. À sa sortie de prison, il devient peintre en bâtiment, forme une famille, élève 2 enfants. Mais sa compagne le met à la rue quelques mois avant le double meurtre. Il en vient à fréquenter les Sonnex pour se faire une réputation de voyou, diront certains, et inspirer la crainte dans la rue. Ou bien parce que, réduit à l'état de loque par l'héroïne et l'alcool, il est devenu le larbin de la famille Sonnex. Bertrand Hiverneau, vous retournez à Londres pour le procès de Daniel Sonnex et Nigel Farmer. Quelle est l'ambiance ? C'est très particulier, ça se passe à Old Bailey. Old Bailey, c'est le plus vieux et le plus célèbre tribunal de la ville. C'est une institution en soi. C'est même un peu suranné. On voit passer dans les couloirs les avocats avec leurs robes et leurs perruques. J'avoue, ça fait un peu bizarre. Mais ce qui m'a le plus surpris au premier jour du procès, c'est la métamorphose de Daniel Sonnex. Il va arriver complètement transformé par rapport à la première apparition publique qu'il avait faite, celle où il ressemblait à un personnage d'Orange Mécanique. Là, il ressemble à un étudiant. Et ça correspond d'ailleurs au mode de défense qu'il va présenter. C'est-à-dire, il se dit innocent ? Presque. Il va tenter d'inverser le rapport dominant-dominé avec Nigel Farmer. Il devient le dominé et Nigel Farmer serait le dominant. De toute façon, il ne peut pas dire qu'il n'y était pas. Il y a un ADN compatible avec le sien et des empreintes digitales lui appartenant sur la scène du crime. Mais il va se décrire comme juste un guetteur. Nigel Farmer, lui, serait le tueur. Daniel Sonnex dit que, pour sa part, il a mis le feu, qu'il n'a même pas vu les corps à l'intérieur et qu'il est parti. Londres est une ville quadrillée de caméras. La vidéosurveillance est devenue là-bas une composante essentielle des enquêtes criminelles. Les allées et venues de Daniel Sonnex et Nigel Farmer autour de Sterling Gardens ont été capturées, chronométrées. L'horreur a des horaires. Une intrusion dans le studio à 5h30, plus de 2 heures de torture, puis l'incendie de 22h10.
L'accusation dispose d'une autre carte dans sa manche, le témoignage de Faye Collier. La petite amie de Bernard Jr. a intégré la famille récemment. Lorsque les policiers l'interpellent, elle n'a pas encore intégré la loi du silence en vigueur dans le clan. Elle relate le week-end du crime. Les deux accusés se rasant la tête et enchaînant les rails de cocaïne et les cachets d'ecstasy, un coup de téléphone à son conjoint au milieu de la nuit et, interrompant la conversation, un hurlement de Nigel Farmer, certainement à destination de l'une des victimes. « Ferme ta putain de gueule ou je te découpe une main !» Elle revoit Nigel Farmer le lendemain soir. Il raconte que Daniel Sonnex a poignardé les victimes, puis lui a passé le couteau et lui a demandé de les finir. Mais l'un des étudiants, dit-il, ne voulait juste pas mourir. Il lui révèle cela avant de retourner à l'appartement pour l'incendier. Elle revoit Daniel Sonnex dans la semaine. Son grand frère veut lui dire au revoir avant qu'il parte en cavale. Elle l'interroge sur le crime. Il reconnaît des coups de couteau. Sans s'étendre, il lui dit « C'est fait maintenant et on ne peut plus revenir en arrière ». Au moment de comparaître à Old Bailey, Faye Collier se rétracte et accuse le seul Nigel Farmer. Elle est extrêmement nerveuse et plusieurs fois au bord des larmes. Le climat d'intimidation dans lequel baigne le procès touche, là, son point culminant. D'autres témoins se sont en effet sentis intimidés par des proches de la famille Sonnex ayant pris place dans la galerie ouverte aux visiteurs. L'audience a dû être déplacée dans une salle où la barre ne fait pas face au public. Durant l'enquête, la famille de Nigel Farmer avait été déménagée de Londres par la police et Faye Collier avait été menacée de mort. L'incarcération de Bernard Jr. dans le cadre d'une autre affaire et le fait que sa compagne porte son enfant à naître ne l'avaient nullement empêché de lui faire passer un message simple « Silence maintenant, ou sinon… ». Mais cette ambiance mafieuse n'influe pas sur le verdict. Au terme de 6 semaines de débat, un jury populaire déclare Daniel Sonnex et Nigel Farmer coupables de l'ensemble des chefs d'inculpation. Pour de tels faits, le droit britannique n'autorise qu'une seule peine, la réclusion à perpétuité. Le juge, John Saunders, n'a plus qu'à déterminer la durée de la période de sûreté. Elle sera de 40 ans pour Daniel Sonnex et de 35 ans pour Nigel Farmer. Les deux accusés ne sillent pas. Le magistrat se dit persuadé que la seule raison possible pour expliquer le nombre de blessures est que ces meurtres étaient sadiques. Le juge assène. La tristesse et la souffrance que vous avez causées ne peuvent être mesurées. Ce sont les pires crimes que j'ai eu à traiter, et malheureusement aucune peine que je puisse prononcer n'apportera de réel réconfort aux familles. Les parents de Gabriel, Olivier Ferrez et Françoise Villemont, fondent en larmes. Guy Bonomo sourit ouvertement en direction de Daniel Sonnex lorsque celui-ci est escorté vers la sortie. En retour, le jeune homme articule les mots « Fuck you ». Le père de Laurent Bonomo lui envoie un baiser moqueur. À la sortie d'Old Bailey, il déclare qu'il espérait la perpétuité réelle. « Ce n'est pas le procès de 2 êtres humains qu'on a fait, mais 2 animaux. Je ne sais même pas s'il y a des animaux qui sont cruels comme ces gens-là. » Les déclarations des familles, face aux micros qui se tendent, sont empreintes d'une douleur d'un autre type. Ce sentiment de trahison sous-jacent remonte enfin à la surface lorsque, dans les minutes suivant le verdict, le ministre de la Justice prend la parole, l'air grave. Bertrand Hiverneau, les révélations de Jack Straw lors de cette conférence de presse vous ont-elles surpris ? Nécessairement. Il y avait eu des rumeurs. J'avais rencontré le père de Gabriel Ferrez. Il avait envie de parler, mais il ne pouvait pas dire tout ce qu'il avait sur le cœur pour ne pas perturber le déroulement du procès. Il avait juste laissé entendre qu'il y avait eu des fautes lourdes par le passé. Il ne pouvait pas en dire plus. Quand le ministre a pris la parole et qu'il a détaillé tout ça, c'était vraiment choquant. On a découvert que le suivi judiciaire de Daniel Sonnex avant le crime avait été déplorable. Déplorable, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'administration anglaise a complètement failli dans les grandes largeurs et elle a, ni plus ni moins, laissé un monstre se balader dans les rues alors que sa place était en prison.
Au moment où Daniel Sonnex a tué les 2 étudiants, il aurait dû être derrière des barreaux depuis plusieurs semaines déjà. Mais une succession incroyable de ratés l'a maintenu en liberté. En 2003, Daniel Sonnex n'a que 17 ans lorsqu'il est condamné à 8 ans de prison pour avoir poignardé un autre adolescent, puis utilisé un pistolet pour dépouiller des clients d'un centre commercial et tenter de braquer un restaurant chinois. Le monde carcéral ne l'assagit pas. Il y fait l'objet de 41 procédures pour des violences, de la consommation de drogue, du vandalisme. Devant le médecin de la prison, il déclare craindre que ses réactions aux événements le conduisent un jour à tuer. L'entretien est consigné dans un dossier qui ne reverra jamais le jour, alors qu'il s'agit d'une obligation légale. Jamais ces éléments ne seront évoqués lors de l'examen des demandes de remise en liberté du jeune détenu. Aux 2/3 de sa peine, Daniel Sonnex bénéficie donc d'une libération conditionnelle automatique. Le jour où il passe en commission, une imprimante de la prison est en panne. Son dossier disciplinaire, déjà incomplet, est encore plus léger. D'ici quelques mois, il va torturer et tuer 2 innocents, scruter l'appareil photo des policiers avec ses yeux de fou et effrayer la juge présidant son audience préliminaire au point qu'elle refusera que lui soient enlevées les menottes alors qu'il est à bonne distance et entouré d'un escadron. Eh bien, ce même homme obtient à l'époque un contrôle judiciaire de niveau 1, le plus léger de tous les dispositifs. Et il est confié à une agent de probation de Lewisham, débutante et complètement dépassée, Susan Blaine. Elle suit au total 127 criminels, soit le triple de la charge habituelle de travail, et ne voit Daniel Sonnex que 15 minutes par semaine, au lieu de l'entrevue préconisée d'1 heure. Malgré les multiples violations de sa conditionnelle, mineure comme majeure, elle ne va jamais intervenir. Daniel Sonnex ne cherche pas de travail ou de formation comme il est censé le faire. Non, il séquestre plutôt sa sœur et son compagnon pour leur soutirer de l'argent. Il les ligote, leur enveloppe la tête dans un tissu, les menace avec un couteau. Les similitudes avec Sterling Gardens, 4 mois plus tard, font froid dans le dos. Le couple refuse de déposer plainte, mais Susan Blaine est tout de même informée de l'agression par les services sociaux. Elle se contente alors d'une réprimande verbale. Quelques semaines plus tard, Daniel Sonnex lui pose un lapin. Et pour cause, il a été pris en flagrant délit de recel d'un sac à main volé et conduit en prison. Elle engage enfin les démarches pour que sa conditionnelle saute, mais la machine administrative se grippe. Les services de probation sont sous pression du gouvernement. Les prisons sont surpeuplées, il faut à tout prix temporiser. Le dossier de Daniel Sonnex n'avance pas. Au lieu du délai de traitement habituel de 24 heures, il n'est validé qu'au bout de 33 jours. Dans l'intervalle, Daniel Sonnex demande une nouvelle libération conditionnelle. Surprise à l'audience, le représentant du ministère de la Justice n'a pas eu le temps de préparer l'affaire. Il demande un délai, sans marquer d'opposition à cette requête. Daniel Sonnex est alors relâché après seulement 3 semaines en prison. Le 12 juin, Susan Blaine obtient finalement le feu vert de sa direction pour le remettre en détention. La police londonienne est destinataire d'un mandat de recherche, mais un nouvel et impardonnable ratage survient. Le commissariat de Lewisham ne s'en préoccupe que le 28 juin, 16 jours plus tard. Le 29 juin, une patrouille est envoyée à la maison familiale des Sonnex. Mais Dano n'est pas là, il se cache. Aux petites heures de la matinée, il a tué 2 fois pour un butin de 500 €. Les excuses ne suffiront pas, prévient Olivier Ferrez après le discours de Jack Straw. Guy Bonomo, lui, estime qu'ils seraient encore en vie si le système judiciaire britannique ne les avait pas trahis. Les 2 familles déposent plainte contre l'État britannique qui, par laxisme et accumulation de fautes professionnelles, a laissé un psychopathe en liberté. Le massacre des étudiants à Londres est à réécouter sur l'ensemble des sites du groupe Centre France et sur les plateformes de streaming.